Jamais trop tard pour investir, non, effectivement. Que penses-tu de la plateforme Wealthsimple? Ben, c'est super pour quelqu'un qui veut gérer ses affaires. Je veux dire, c'est très friendly user, c'est pas compliqué. Fait que non, vraiment, Wealthsimple, ça a bien du bon sens. J'ai 41 ans, j'ai un horizon d'environ 20-25 ans avant ma retraite, même si je prévois la prendre plus tôt. J'ai 100% d'actions en ce moment par des fonds indiciels. Je lis à plusieurs endroits que c'est suggéré d'avoir 10-20% d'obligations, mais je vois des idéologies qui varient. C'est quoi un peu ton opinion sur le ratio d'obligations versus actions quand on a un long terme devant nous? Ça dépend vraiment de ta tolérance au risque. Puis, tu sais, John Bogle, une règle du pouce qu'il donne, c'est que normalement, tu mets ton âge en pourcentage d'obligations dans ton portefeuille, mais ça s'adresse à quelqu'un qui est plus prudent vraiment de nature. Parce qu'à 40 ans, ça voudrait dire que tu aurais techniquement 40% d'obligations, mais si tu es quelqu'un de vraiment dynamique et que ton profil d'investisseur est vraiment comme full croissance, ben là, 40% d'obligations, peut-être que tu trouverais ça un peu trop. Fait que c'est une règle du pouce qui s'adresse plus à des gens un peu plus conservateurs, mais je la mentionne quand même si ça peut être utile. Puis sinon, ben, je te dirais, les obligations, tu sais, parce que, en fait, c'est tout le temps combien tu as d'argent, puis ça fait combien de temps que tu investis. Parce qu'au début, c'est facile. Quand tu regardes, mettons, là, les chiffres, puis tu regardes, tu as 100 000 ou tu as 50 000 ou peu importe, puis ça fait un an que tu as investi, puis ça monte. C'est facile d'être croissance, puis d'être 100% en action, puis c'est bien le fun. Mais quand il arrive une vraie drop, là, une vraie, là, que comme là, il n'y en a pas eu des vrais drops. Là. Il y a bien des gens en ce moment qui n'ont jamais mangé une vraie volée. C'est comme une vraie de vraie volée. Là. Il y en a beaucoup qui ne s'est pas arrivé. Fait que quand ça arrive et que tu es 100% en action, c'est là que ça peut shaker plus. Même si tu comprends que ça va remonter à long terme, même si logiquement, rationnellement, tu comprends tous les principes qu'il ne faut pas vendre, il ne faut pas paniquer, puis tout ce que j'enseigne également tout le temps, c'est comme, OK, tu comprends ça. Mais reste que quand tu le vis, c'est comme, l'humain, le cerveau, là, il réagit 2 fois plus fort aux baisses qu'aux hausses, aux pertes qu'aux gains du même montant. Fait que si tu fais moins 20 puis tu fais plus 20, tu vas être vraiment, vraiment plus affecté de faire moins 20 qu'à de faire plus 20. Fait qu'autrement dit, c'est vraiment comme, bon, ben, à combien que je suis prêt, mettons, d'accepter que ça drop puis que je sens que ma limite est pas mal là. C'est pas mal ça qui va te dicter un peu combien que tu mets d'obligations dans ton portefeuille. T'sais, fait que si tu dis, ben moi, 25% de baisse, je commencerais à shaker pas mal. Mettons, 1 million, ça serait rendu à 750 000. Ben là, ça va te donner une idée de, OK, ben peut-être que mon portefeuille, une baisse de 25%, ça représente combien de pourcentage d'obligations? Mettons que c'est 20% ou 25%, je dis des chiffres de même. Là. Mettons, c'est comme, bon, ben tu te mets ça dans ton portefeuille parce que là, ça va te donner comme ta bonne tolérance, ta bonne répartition d'actifs pour ta tolérance au risque. T'sais. Fait que c'est plus comme ça, je pense que tu devrais y aller. Parce que les obligations sont vraiment utiles quand ça baisse. T'sais, quand ça baisse, c'est ça qui te permet de garder vers le haut parce que les autres, ils continuent de générer des revenus puis c'est stable. Tandis que les actions, ben, eux autres sont en train de baisser. Fait que tes obligations, quand ça va mal, tu les aimes vraiment. Mais comme je disais, là, ça n'a pas été mal. Puis si tu viens de commencer à investir, ça fait pas longtemps puis que tu n'as pas vécu de crise puis que tu n'as pas beaucoup d'argent non plus, ben avoir des baisses quand tu as 50 000 versus tu as 1 million, c'est pas pareil. Tu sais, perdre 5 000, 10%, genre 50 000, ça se vit quand même bien pour la plupart des gens. Mais quand tu as 1 million, perdre 100 000, perdre entre guillemets, le temps que tu ne vends pas, puis voir 1 million passer en 900 000, ça fesse pas mal plus fort. Fait que tu sais, tout est relatif. Fait que les gens au début sont beaucoup plus cocky, mais quand ça arrive pour vrai puis ils ont plus d'argent, là, les gens sont pas mal plus chicken, rendu plus tard. Ça, c'est bon. Tu penses quoi des assurances maladie, invalidité? Écoute, l'assurance invalidité, c'est vraiment l'assurance la plus importante. Dans le fond, moi, je le dis tout le temps à tous les clients que je rencontre. Depuis le début de ma carrière, ça fait 12 ans que je suis dans le domaine. Là. C'est comme la première place qu'il faut que tu investisses, c'est dans ton assurance invalidité si tu n'en as pas. Okay? Parce que ta capacité à travailler, c'est ta ressource la plus précieuse. Donc, il faut que tu la protèges. Puis tu la protèges avec une assurance invalidité. Tu n'as pas le choix. Okay? Fait que ça, pour vrai, quand même, ça coûte 100, 150, 200 pièces par mois pour t'assurer pour ce que tu as de besoin. Ben, tu diminues tes placements de 200 pièces par mois, puis tu t'assures. Puis tu prends une assurance invalidité, puis une bonne avec tout ce que tu as de besoin dedans. Puis on s'entend, j'ai aucune assurance à vendre. Là. Fait que si je le dis ça en ce moment, c'est parce que c'est vraiment, vraiment important. OK? Fait que l'assurance invalidité, si tu n'en as pas, vraiment important, c'est non négociable,
c'est ce qu'il y a de plus primordial, c'est la première place à investir. OK? Après ça, assurance maladie, si tu parles d'assurance maladie grave, mettons, si c'était ça que tu voulais dire, assurance maladie grave, je te dirais que ça dépend de ta tolérance au risque. Parce que si tu dis, ben moi, une assurance maladie grave, ça me coûterait, exemple, 30$ par mois, puis pour 30$ par mois, ça me donnerait 50 000, je dis des chiffres comme ça, ben moi, je trouve que ça va me donner un montant de plus si je tombe malade grave, puis payer 30$ par mois, je suis content de l'avoir, puis si finalement je m'en sers jamais, ben ça me dérange pas d'avoir payé 30$ par mois. OK, parfait, prends-en une. Si t'es comme, ben moi pour vrai, ça m'emmène, même si j'ai eu 50 000 de plus, ça changera pas tant grand-chose à ma vie d'avoir 50 000 de plus. Puis payer 30$ par mois pour ça, on dirait que ça me fait suer, j'ai pas le goût, puis non. Ben, OK, c'est comme si toi t'es à l'aise avec le fait que si ça t'arrive, t'auras pas ce 50 000 là, puis t'es bien avec ça, ça t'appartient. OK? Mais c'est plus une question de tolérance au risque. Puis une assurance maladie grave ne remplace jamais une assurance invalidité ou une assurance salaire. OK? Assurance invalidité / salaire, c'est la base, c'est la plus importante. Puis l'assurance maladie grave, ça peut être bon d'en avoir dans certaines situations, mais comme je te dis, c'est comme un complément de plus si tu as le goût de l'avoir, que ça peut être pertinent. Puis si t'es, comme je te dis, t'es à l'aise avec ta tolérance au risque et que t'en veux pas, ben ça t'appartient. Il faut juste que tu sois conscient. Puis normalement, un bon conseiller en sécurité financière, ben il va être capable de te montrer justement comme si tu l'as pas, ben voici ce qui peut arriver, puis nanana. Puis là, ben après ça, c'est à toi d'évaluer ce que tu veux prendre comme décision suite à l'information qu'il va te donner. Pour Wealthsimple, je l'utilise depuis un mois et c'est très bien, surtout simple. Et répondre au téléphone pour toute question. Ouais, Wealthsimple, comme je disais, c'est super bon. Rien à dire de négatif là-dessus. Question pour un éventuel placement. Si je me questionne si c'est bien équilibré, mettons 60 VFV, 40 XEQT, ou devrais-je diversifier davantage vu que c'est beaucoup concentré aux États-Unis? OK, ben dans le fond, Stéphanie, c'est pas compliqué. Là. Si tu as XEQT, là, XEQT, c'est déjà diversifié comme as fuck. OK? Parce que tu as États-Unis, Canada, mondial, marché émergent. Fait que t'as comme tout est déjà fait. Fait que techniquement, tu voudrais avoir VFV seulement si tu as le goût d'avoir une pondération plus élevée aux États-Unis. Puis que c'est ça que tu as le goût. Mais techniquement, tu pourrais avoir juste XEQT. Puis tout est déjà fait. Fait que ça, c'est déjà diversifié. C'est comme si tu avais au-dessus de 1000 compagnies dans lesquelles tu investissais quand tu achètes XEQT. Tout se rééquilibre tout seul. Tu es dans tous les secteurs d'activité. Puis tes frais sont le plus bas possible. Fait que pour vrai, pour la grande majorité des gens, des portefeuilles à répartition d'actifs qu'on appelle dans le style XEQT ou VEQT, pour la grande majorité des gens qui investissent à long terme, 10, 15, 20 ans et plus, c'est le meilleur genre de produit qu'ils peuvent avoir. Tu fais rien, ça rapporte des bons rendements parce que tes coûts sont bas, puis en plus, ben, ça te donne le rendement du marché. Merci, bonsoir, t'es parti pour la gloire avec ça. L'important, c'est juste de laisser l'argent travailler. Fait que, dans ton cas, tu pourrais juste avoir exécuté puis tu fais ce que tu veux. Évidemment, ce n'est pas une recommandation de placement, c'est de l'éducation. Mais tu pourrais juste avoir exécuté puis tu serais très bien diversifié. Fait que l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est « Ah, j'ai juste exécuté ». C'est comme, non, c'est comme si tu avais acheté 4 fonds séparés. C'est comme si tu avais acheté VFV, VDY, mettons, canadien, puis après ça, marché mondial, puis après ça, marché émergent, puis tu les avais achetés tous les 4. Mais là, tu as acheté un produit qui est contient à l'intérieur pour te simplifier la vie, dans le fond. C'est merveilleux. Moi, ces produits-là, j'adore. Peux-tu m'expliquer le taux d'intérêt et le coût réel d'intérêt sur une hypothèque? Tout le monde magasine des taux, mais ce n'est pas réellement ce qu'on devrait regarder. Le coût d'intérêt, non. Ben, en fait, je vais peut-être répondre à ta question, puis pas, mais en gros, ce que je vais dire là-dessus, c'est que, tu sais, l'hypothèque, effectivement, que les gens vont magasiner des taux, puis en bout de ligne, là, je veux dire, tout le monde va être à peu près pareil. Là. Le taux, là, à 0,4% de différence, je veux dire, ça va être la même affaire. Là. Fait que le monde qui magasine des taux, puis tu peux-tu m'avoir le meilleur taux, puis ci, puis ça, c'est comme, Chris, c'est la même affaire partout. Okay? C'est comme, casse-toi pas la tête, là. Le domaine de la finance, c'est trop compétitif. Fait que je veux dire, ça va tout être à très peu de choses près la même affaire. Fait que ce qui est important, c'est plus de regarder au niveau, bon, si j'ai un problème, le service, ça va-tu être pas pire? Après ça, les pénalités sur mon hypothèque, si je m'en vais, mettons, c'est quoi? Tu sais, c'est comme là, j'ai-tu une plus grosse pénalité? Après ça, c'est quoi les petits caractères, dans le fond, pour être sûr que tout le reste, c'est ça coche? Parce que c'est bien beau si tu as sauvé 0,2 sur ton intérêt. Mais si après ça, quand il arrive de quoi, ta pénalité est plus grosse ou que tu as un service que tu n'es pas capable de parler à personne, ben, tu vas leur perdre pas mal plus que 0,2, tu comprends, sur le long terme. Fait que, ce qui est important à checker sur une hypothèque, c'est
pas vraiment le taux, parce que comme je te dis, le taux, il va être partout pareil. Tu n'auras jamais une place que ça va être comme 3%, puis toutes les autres sont à 6%. Ça n'arrivera jamais. Là. C'est comme jamais. C'est ça, tout le monde va être pareil à très, très peu de choses près, puis n'importe quel courtier hypothécaire va pouvoir vous confirmer ça. Okay? Fait que c'est juste comme, c'est une réalité. Fait que le taux d'intérêt, c'est pas la variable la plus importante à checker. C'est tout le reste que j'ai mentionné tantôt. Quels sont les meilleurs FNB au Canada dans un CELI et un REER? Écoute, le meilleur, c'est relatif. Ça dépend de tes objectifs, de ta tolérance au risque, de toutes les choses que j'ai dit tantôt. Fait que je peux pas te répondre à ça. Par contre, je vais te dire, mettons, que des FNB que j'aime beaucoup, c'est les portefeuilles que je parlais tantôt à répartition d'actifs, dans le style XEQT, VEQT, puis des choses comme ça. Parce que ces portefeuilles-là, c'est comme si tu avais acheté 4-5 fonds indiciels par toi-même, mais tout se rééquilibre tout seul. Tu n'as rien à faire, puis tu mets ça pendant 20, 25, 30 ans, tu laisses ça travailler, merci, bonsoir, tu es parti pour la gloire. Fait que c'est comme, tu n'as rien à faire, puis tu sais que tu vas avoir des bons résultats à long terme. Parce que si ça ne t'a pas amené des bons résultats, ben guess what, n'importe quel autre produit de placement que tu aurais acheté dans des institutions traditionnelles, ça aurait été encore moins bon que ça. Fait que si XEQT t'a rapporté 5% dans 20 ans, ben les banques, les caisses, ils t'auraient donné 3% dans 20 ans. Okay? C'est pas compliqué, c'est tout le temps le marché moins les frais sur le long terme, à règle générale, là, la plupart du temps, 95% du temps, c'est pas mal ça, là, les rendements. Fait que c'est comme, casse-toi pas la tête, des portefeuilles à répartition d'actifs qui se rééquilibrent tout seuls, je le répète, pour la grande majorité des gens qui comprennent ce qu'ils font, puis qui comprennent la mécanique de tout ça, puis qui prennent le temps un peu de s'éduquer justement là-dessus, puis d'augmenter leur connaissance pour qu'ils le fassent en connaissance de cause, puis qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils font. Ben, ce genre de produit-là, pour la grande majorité des gens, à long terme, c'est excellent. Excellent. Ton top 2 des meilleurs livres de finances personnelles que tu conseilles sur la croissance financière. Écoute, il y en a plusieurs. J'en ai vraiment lu énormément des livres de finances, puis il y en a beaucoup de bons. Je te dirais, ça dépend t'es rendu aussi dans ton stade, là, puis c'est quoi que tu as besoin. Je vais te donner un top 3, moi te gâter, puis dans un des 3 que je vais te donner, là, il y en a 3. Fait que comme là, tu vas avoir genre 5 livres. Fait que, hein, t'as gâté. Fait que dans le fond, numéro 1, c'est la trilogie de Pierre-Yves McSween. Donc, en as-tu vraiment besoin? Liberté 45, puis La facture amoureuse. Là-dedans, c'est adapté pour le Québec. Fait que c'est avec les règles du Québec. Fait que c'est un livre d'extrêmement haute qualité. Parce que les détails qu'il donne sont super bons. Les exemples, c'est super pertinent. Puis c'est des exemples concrets dans une situation fiscale du Québec. Parce que des fois, tu lis des livres, c'est super bon, mais c'est aux États-Unis. Puis là, ils te disent des stratégies, mais tu peux pas les faire ici, ou que la fiscalité est différente. Puis là, ben, c'est pas pareil, tu comprends? Mais là, cette trilogie-là, c'est vraiment comme au Québec, voici comment que ça se passe. Fait que pour vrai, Pierre-Yves McSween, il a fait un travail incroyable avec ces livres-là. Moi, quand je les ai lus, j'étais wow, c'est vraiment, surtout Liberté 45 puis La facture amoureuse, là, en tant que plan fine, ces livres-là, c'est des bijoux. Puis Liberté 45, s'il l'avait pas écrit, c'est comme, c'est le livre que j'aurais voulu écrire. Fait que chapeau Pierre-Yves, il l'a vraiment bien fait. Mais La facture amoureuse aussi, plein de sujets super pertinents là-dedans, puis comme plein de choses que les gens savent pas. Fait que la trilogie de Pierre-Yves McSween, je peux pas dire assez de positif là-dessus. Après ça, sinon, je dirais The Psychology of Money. Fait que je pense que La psychologie de l'argent, il est sorti en français. Fait que La psychologie de l'argent, ça, c'est vraiment un des meilleurs livres pour comme juste comprendre, tu sais, notre relation par rapport à l'argent, puis comment que le cerveau fonctionne aussi par rapport à l'argent. Puis vraiment, l'auteur, j'adore comment il écrit. Fait que super bon. Puis sinon, Tony Robbins, L'argent, l'art de le maîtriser. Fait que Money Master the Game de Tony Robbins, c'est une bible, c'est genre 800 pages, mais pour vrai, vraiment solide. Là. Genre, il y a tout là-dedans, là, comme... Je pense que c'est le livre le plus complet de finance. Là, parce qu'il y a accès à des investisseurs, il y a accès à Ray Dalio, il y a accès comme à des légendes de l'investissement. Fait que c'est comme, moi, j'écrirais ce livre-là, je peux pas aller faire une entrevue de 4 heures avec Ray Dalio, j'ai pas accès à lui. Mais comme Tony Robbins, lui, il a accès à ce genre de personnes-là. Fait que ça permet d'avoir de l'information qui est ultra précieuse puis ultra pertinente. Fait que non, Tony Robbins, ce livre-là, vraiment incroyable. Fait que top 3, puis t'en as 5 dans le top 3. Hein? Je peux pas dire je fais rien pour toi. Après ça, salut, j'ai beaucoup lu sur le bon fonds indiciel 100% action équilibrée et tout me ramène à VEQT.
Si je vis seulement FNB sur 20 ans, est-ce que le portefeuille le plus simple autogéré? Absolument. VQT, comme je disais tantôt, sur le long terme, qu'on se pas la tête, puis tu peux avoir ça pendant 20 ans, puis c'est vraiment super bon, vraiment, vraiment. Monter un portefeuille avec les droits de cotisation à ta blonde, il y en a dessus qui font ça quand le leur est maximisé. Droit de cotisation CELI ou REER? Parce que dans le fond, avec le REER, ouais, si toi, tu es tout maximisé, le REER de conjoint, ça n'a pas rapport parce que c'est sur tes droits à toi. Mais dans le fond, non, c'est vraiment, ce serait plus l'inverse. Si toi, tu as des droits inutilisés puis que, mettons, tu voudrais cotiser pour ta blonde, pour y prendre des REER, mais que c'est toi qui sauves l'impôt, là, ça pourrait être bon. Mais vu que tu es maximisé partout, ça devient plus touché un peu, mettons, d'utiliser les droits de l'autre personne. Ça peut être fait, mais c'est parce qu'il faut que tu lui donnes l'argent. Elle l'investit, mais après ça, tu peux te faire une entente avec, tu sais, puis comme si il arrive de quoi, tu sais, bon, ok, tu me redonnes ça, mais techniquement, ça y appartient, tu sais, cet argent-là, vu que c'est dans ses véhicules, fait qu'il faut que tes papiers soient bien faits, tu sais, mais c'est plus touché, mettons, c'est plus touché. Comment Hamilton, etc., peut donner pas loin de 15%, bon, ok, ça, c'est en dividende, ça, c'est, je veux dire, il y a genre, quand c'est trop beau pour être vrai, ça l'est. À long terme, tout finit par se rééquilibrer. Fait que comme, pense-y, OK? Warren Buffett, mettons, en moyenne, OK, le marché, là, mettons que tu investis dans le marché des fonds indiciels, exemple, là, États-Unis, 100% US, OK? C'est pas ça que je te dis de faire, là, mais mettons. Tu vas faire en moyenne 9% de rendement par année. Mettons, les 100 dernières années, ça a donné à peu près ça. OK? Fait que le marché, on va dire qu'il donne à peu près 9-10% de rendement, OK? Mettons, en moyenne sur le long terme. Warren Buffett, qui est un des meilleurs investisseurs au monde, il fait 20. OK? Fait que de penser que tu vas faire genre 14-15 de même, comme, tu sais, avec un produit qui va te donner ça, juste en dividende, puis que tout est beau, c'est comme, merde, sur le long terme, ça sera pas soutenable tout le temps. Ça, c'est comme, oublie ça. Tu sais, ça sera pas soutenable sur le long terme. Fait que c'est bien beau, là, en ce moment, mais comme je dis, il faut toujours avoir une mentalité à long terme. Puis à long terme, je veux dire, si ça donnait 14-15% tout le temps fixe, sans aucun problème, je veux dire, tout le monde investirait là-dedans. Les meilleurs investisseurs au monde aussi le feraient. Fait que c'est comme, casse-toi pas la tête. C'est genre, quand c'est trop beau pour être vrai, la plupart du temps, ça l'est. À part altic.ca. Ça, c'est trop beau pour être vrai, mais ça l'est vraiment. Caroline que c'est beau. Je te le dis, c'est beau.